Je m'appelle Léonie, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de maladie. Mon sujet de recherche s'inscrit dans l'histoire de la médecine. Et je veux parler des jésuites parce que justement, ils sortent un peu de ma pratique habituelle. Normalement, je suis en 18e siècle, un peu la naissance de la clinique, quand on connaît un peu Michel Foucault. Mais c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe avant aussi, comment les rapports de pouvoir sont différents dans un cadre missionnaire. Donc, je vais commencer ici, pour l'introduction, en présentant un peu ma source principale. Je travaille sur l'autobiographie du père Chaumonot. Pourquoi lui spécifiquement? Parce qu'il y a un intérêt dans ses écrits lié au fait que c'est quelqu'un qui a son appel religieux dans le cadre de la maladie. Et on voit au fil de ses écrits un intérêt particulier pour justement la maladie. Ben, ses propres mots, il se plaint souvent de ses petites douleurs dans le cadre de sa mission en Nouvelle-France, même avant. Mais aussi parce qu'il va prêter une attention particulière aux maladies qui sont soignées, les guérisons miraculeuses. On connaît l'existence à travers les relations des jésuites. Et dans ce cadre-là, je vais commencer ma présentation sur l'utilisation de la maladie, sa place dans l'œuvre missionnaire jésuite. Donc, on va commencer par parler de un peu comment expliquer sur le plan aussi théorique la maladie à l'époque moderne dans la pensée européenne. Ensuite, on va voir comment les jésuites perçoivent la maladie, vont l'utiliser, et comment, on va parler de résistance. Je trouvais ça super intéressant comme lecture d'introduction, parce que justement, je pense que c'est important de souligner la gentilité qu'on peut voir avec une lecture, on va dire, à rebours, critique des écrits jésuites qui sont, comme on l'a dit, assez démonisants. Donc, on va commencer par justement la question de la maladie à l'époque moderne. On va parler, dans le fond, des connaissances médicales, le rapport au corps qui est différent. On va parler justement des relations de pouvoir qu'on a dans le traitement qui sont un aspect crucial pour comprendre n'importe quel type de traitement médical. Les relations de pouvoir entre le traitant, le traité, et comment ces relations de pouvoir-là changent à travers le temps qu'on s'intéresse à l'histoire de la médecine, ou les relations de pouvoir qu'on a maintenant dans un système hospitalier n'ont pas exactement la même nature que celle qu'on va avoir au 17e siècle dans le cadre de notre mission. Et finalement, je vais parler justement de la maladie du contact. Je pense qu'il est un sujet assez intéressant et très important qu'on veut parler des jésuites et de la mission en tant que telle, vu l'impact assez important que les maladies vont avoir sur les populations autochtones au cours des premières années du contact avec les Européens. Donc, d'abord, on va parler des connaissances médicales. La question d'un peu, c'est quelle science anatomique, quelle connaissance on a du corps à cette époque-là. On est dans une époque d'une médecine qu'on pourrait appeler circulatoire, liée aux énergies, au rapport, à l'équilibre des forces à l'intérieur d'un corps qui est vu comme étant unitaire et global. C'est avant la naissance de ce qu'on appelle le regard chirurgical, où on va commencer à percevoir les maladies et comme des infections qui sont localisées. Ici, on est tout dans une question d'équilibre, qu'on va appeler l'équilibre des humeurs, et qui cherche à balancer le corps au lieu de, justement, voir le corps comme un ensemble d'objets divisés qu'on peut traiter indépendamment. Mais encore une fois, l'époque moderne, c'est une époque qui est assez longue, qui est assez étendue, et on voit justement le début d'une vision plus localiste du corps à la même époque. Mais je crois que c'est important de souligner cet aspect-là général, circulatoire, unitaire du corps, quand vous parlez des jésuites, parce que les jésuites ont une vision du corps comme étant un reflet de la moralité. Cette vision-là est partagée par l'ensemble de la société et a un lien aussi avec l'aspect plus collectif des corps, dans le fond, où on va avoir l'expérience de la maladie comme étant une expérience qui va être, oui, individuelle, mais aussi collective dans le cadre d'épidémies qui frappent nos autochtones dans le cadre de la mission, mais aussi qui sont une des importantes causes des crises de mortalité dans l'Europe pré-contemporaine. Donc, on va parler maintenant de la question du pouvoir dans le traitement. J'ai pris une illustration ici du toucher des écrouelles qui, selon moi, illustre assez bien la question de la relation de pouvoir qu'on voit dans le cadre traitant-traité à l'époque moderne. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la question du toucher des écrouelles, en gros, c'est un rituel royal qui donnait le pouvoir au roi de France. Ici, c'est Henri IV,
qui avait le pouvoir, à travers le toucher, de guérir une maladie de peau, et qui était lié aussi avec son statut en tant que roi, son pouvoir moral et temporel. Mais pour peut-être nuancer cette espèce d'idée de dominant-dominé, parce que, encore une fois, on est avant la naissance de la clinique, on est avant ce contrôle du corps beaucoup plus fin, beaucoup plus rigide qu'on va avoir dans nos hôpitaux contemporains, comme, encore une fois, décrit par Michel Foucault. Il faut penser que notre corps et notre rapport avec notre corps et nos corps à l'époque moderne, c'est un rapport qui est un peu différent. On est dans l'époque de ce qu'on peut appeler la médecine de chevet. Et ce que ça veut dire, la médecine de chevet, c'est qu'il y a un rapport un peu de clientélisme, de patronat entre le médecin, le traitant, et le traité. Et que, dans le fond, dans ce cadre de cette médecine-là aussi, comment on va évaluer et ressentir les maladies, c'est beaucoup moins par rapport aux signes cliniques, par rapport à ce qu'on peut observer, que par rapport aux sentiments du patient. Donc, il y a un certain pouvoir qui vient avec l'importance du sentiment du patient dans l'expérience de sa maladie, qui va avoir tendance à disparaître avec l'avènement de la clinique au 19e siècle. Et dans ce cadre-là, j'aimerais parler justement de l'aspect probablement plus important, plus intéressant de le contact comme étant aussi le choc microbien. La découverte de l'Amérique, c'est aussi la mort de... On pourrait évaluer jusqu'à 90% des populations précolombiennes. Cette grande mort, c'est lié avec l'arrivée de nouvelles maladies auxquelles les populations autochtones n'ont pas d'immunité naturelle. Ces maladies-là, c'est la variole, le typhus, la malaria. Mais je pense que c'est important aussi de mettre en relief le fait que c'est un contact qui va dans les deux sens. Sur le plan, je pense, culturel, c'est intéressant de noter aussi le lien qu'on va établir entre l'apparition de la syphilis en Europe et le contact colombien. Encore une fois, pour la question de la syphilis, c'est un sujet qui est intéressant, sur lequel je ne peux pas approfondir aujourd'hui, mais il y a un aspect moral par rapport à l'apparition de la syphilis en Europe. On va donner une qualité morale à la maladie et l'attribuer à l'Amérique, qui peut être intéressant à évaluer pour d'autres recherches. Mais aussi, dans le cadre de notre mission, dans le cadre de nos jésuites, les épidémies, la maladie est liée directement et va être mise en lien directement par les Autochtones, aussi, dans une certaine mesure, par les Français, avec le contact et aussi avec certaines pratiques du catholicisme qui choquent, plus particulièrement le rite de l'Eucharistie, qu'on pourrait dire qui est anthropophage et qui va créer plusieurs frictions avec les populations missionnées. Donc, maintenant, je vais présenter mes jésuites, un peu le cadre mentalitaire dans lequel Chaumonot s'inscrit et comment, justement, lui, va vivre la maladie. Donc, on peut dire que les jésuites, dans une certaine manière, c'est des soldats spirituels, que leur vocation est jusqu'à un certain point militaire. C'est un ordre de la contre-réforme. C'est un ordre qui naît avec une idée de discipline, de contrôle du corps, qui, je pense, peut être le mieux exprimée à travers la pratique des exercices spirituels qui vont être dictés, organisés, mis en marche par Ignace de Loyola. Je pense que c'est aussi important de noter l'aspect de contrôle du corps, qui est lié aussi en France, plus particulièrement, avec l'expansion de l'État royal. On va commencer à vouloir contrôler les corps, contrôler les âmes. Et la mission, si on veut l'avoir, selon les travaux de quelqu'un comme Dominique Deslandes, l'idée que la mission interne de la France va donner naissance aussi à la mission en Nouvelle-France, où on va re-christianiser pour solidifier notre État royal français. Et dans ce cadre-là, je veux parler plus spécifiquement, c'est ça, de la mission comme projet impérial. La mission comme étant, justement, l'appropriation des âmes des Premières Nations et, par le fait même, l'appropriation de leur territoire
où on va être capable justement de prendre contrôle du territoire à travers le contrôle des armes et par le fait même du corps. Et dans ce cadre-là, c'est important de parler de la maladie, parce que la maladie, si on veut voir ça comme étant la relation de traitant, ça peut être un espace où on se bat littéralement pour le contrôle du corps. Et justement, je pense que c'est important de mettre de l'avant la question de la douleur physique chez les jésuites, comment on va la percevoir comme étant une expérience qui est de nature religieuse, plus particulièrement pour Shomono. Shomono, je trouve assez intéressant en tant que personnage parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une illumination, qui vit une jeunesse de débauche quand il va faire son autobiographie. Et le cadre de sa guérison, ça va être dans une guérison miraculeuse attribuée à la Vierge. Et cette guérison-là est intéressante parce que justement, il se promène en Italie, il y a une maladie à la tête, il y a la vermine, il y a une description assez, disons, un peu dégoûtante de sa maladie de peau dans la tête. Et après avoir prié à la Vierge, il va être littéralement pris par elle et elle va s'occuper d'elle comme de son enfant. Ça va être son appel religieux qui va l'amener à guérir de sa maladie. Et encore une fois, tout au long de ses écrits, on voit cet intérêt-là pour décrire les maux qu'il vit sur le plan physique. Je pense que j'ai un extrait ici, justement, de comment il va vivre cette guérison-là. Je vais la lire. « Oh, que n'avais-je alors les connaissances que j'eus depuis des merveilles qu'elle opère dans ce sanctuaire en faveur des âmes et des corps. J'aurais eu une toute autre confiance que je n'avais en son pouvoir et en sa bonté. Quoique je ne la priasse que froidement, elle me fit voir qu'indépendamment de nos mérites et de nos dispositions, elle se plaît à exercer envers nous les devoirs d'une charitable mère. Et comme l'un de ses devoirs est de nettoyer ses enfants, vous regardâtes en cette qualité. Ô Sainte Vierge, tout indigne que je fusse et que je sois encore d'être adoptée par vous et par votre Fils, et pour vous pour votre Fils. Ô que vous êtes bonne et charitable, puisque quelque obstacle que mes péchés aient pu mettre à vos genoux, vous n'avez jamais cessé de m'attirer au bien. Jusque-là, vous m'avez fait admettre dans la sainte compagnie de Jésus, votre Fils. » On va vraiment directement le lien entre sa guérison et devenir jésuite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on va lire son autobiographie, il parle souvent de ses petits bobos, comment il a mal, comment les conditions aussi sont difficiles pour lui en Nouvelle-France. Mais aussi, on va voir j'ai un épisode intéressant où il va justement se faire guérir par un guérisseur autochtone. On va ici. Je pense que c'est dans le cadre de la mission chez, justement, les Wendat, chez qui on se trouve aujourd'hui. Et c'est intéressant, ici, on a notre autre extrait où, justement, notre Shomono va se faire guérir. On va faire une incision dans sa tête pour drainer une blessure qu'il a reçue. Il s'est fait attaquer par quelqu'un. Et après avoir eu cette guérison-là, il va tout de suite l'attribuer à Dieu et pas du tout au guérisseur. on voit, même s'il est obligé de noter cet élément-là, encore une fois, parce qu'il y a un intérêt pour parler de ses bobos, il est obligé de noter aussi le fait qu'il s'est fait aider. Il va essayer de le faire passer par un autre canal. Ce qui indique aussi le fait que, encore une fois, nos relations de pouvoir ne sont pas nécessairement complètement déséquilibrées, qu'on va parler de la colonisation. On va parler du fait de reprendre notre agentivité. Et je pense qu'on peut lire une certaine agentivité qu'on est obligé de donner en tant que Shomono à cette époque-là à nos guérisseurs autochtones. Je vais lire l'extrait. On me mena chez notre autre, ou un autre sauvage du mon charitable médecin. Ayant vu la grosse tumeur que j'avais sur la tête, il prit une autre pierre pointue pour m'y faire des incisions, dans lesquelles il tâcha d'exprimer tout le sang meurtri. Et puis, il arrosa le haut de la tête avec de l'eau froide, dans laquelle il avait mis quelques racines pilées. Il prenait dans sa bouche cette liqueur médicinale et la soufflait dans les plaies ou dans les ouvertures qu'il m'avait faites.
Cette cure, si bienheureuse, qu'en fort peu de temps je fus guéri. Dieu se contenta du désir que j'avais du martyr, ou plutôt, il ne me jugea pas digne qu'on me fît mourir en haine du premier de nos sacrements. Donc, c'est Dieu, c'est pas l'Autochtone, même si, justement, on voit que c'est une guérison qui a été pratiquée, qui a été, dans le fond, qui a été sauvée, justement, par un de ces missionnaires. Maintenant, je vais parler, justement, des missionnaires. On va essayer de revoir un peu comment on peut lire ce document-là pour y chercher la voix, la parole autochtone. Donc, on va commencer justement par parler de comment les Autochtones reçoivent la mission et comment on peut la lier aussi avec le rapport au corps à la maladie. Dans le fond, la mission, c'est un événement, une opération qui a un impact sur les corps individuels à travers justement les maladies qui sont liées, qu'on va lier directement à l'arrivée des Français, mais aussi sur les corps collectifs. Dans le fond, il y a une déstabilisation qui est causée dans les nations missionnées par les Jésuites, en particulier chez justement les Wendat, qui, à travers la question de la conversion, vont subir vont faire face à des tensions politiques entre convertis et non convertis. Et cette déstabilisation-là, engendrée par les Jésuites, peut être mise en lien avec la destruction de la Huronie à la fin des années 540, qui engendre justement une relocalisation près de Québec, donc dans la région ici. Mais je pense que c'est important aussi de noter le fait qu'il y a des résistances au sein de nos peuples missionnés et que ces résistances-là s'illustrent à travers la maladie. Donc, on peut le voir dans une résistance qui va être armée ou qui va être spirituelle, mais aussi ça peut être un lieu de négociation. Le corps devient un champ de bataille. Le corps malade devient un champ de bataille. Donc, j'ai plusieurs exemples ici qui sont encore une fois tirés de l'autobiographie de Charbonneau qui nous parle, dans le fond, des différents types de résistance qu'on va avoir, des différentes relations et comment, justement, il n'y a pas une seule réponse au sein de ces populations missionnées face à la mission et qu'on peut voir, justement, les agentivités aussi individuelles de nos acteurs face à, justement, le projet colonial et impérial jésuite. Donc, premier extrait. Pendant que nous étions paisiblement chez ces sauvages, on y parle des neutres, quelques-uns des anciens Hurons nous attribuaient tout le mal que la petite vérole leur avait causé. Ils envoyèrent 2 députés aux neutres pour porter ceux-ci à se défaire de nous, parce que, disaient-ils, nous étions des sorciers. Ils offrirent ensuite 9 haches pour récompense à ceux qui nous feraient mourir. Donc, on voit que c'est un enjeu qui est à la fois politique et médical. Donc, mais c'est intéressant aussi comment on peut voir cette idée-là qu'on attribue un certain pouvoir aussi à ces Jésuites-là, parce qu'on sait que leur influence sur nos nations peuvent être néfastes sur le plan médical, mais aussi sur le plan politique. Je pense que c'est intéressant de relever cet aspect-là. Une autre chose, c'est aussi la résistance qu'on pourrait appeler plus spirituelle. L'hiver suivant, il y eut parmi les Hurons une très grande mortalité causée par une espèce de petite vérole. Comme cette contagion n'attaquait pas les Français, on nous prenait pour des sorciers qui causions ce mal et lesquels on chassait de la plupart des cabanes. On nous cachait les enfants malades pour ôter le moyen de leur conférer le baptême. Les adultes se bouchaient les oreilles pour ne pas ouïr notre instruction. J'aimerais souligner l'aspect du baptême où ceux qui sont familiers un peu avec les écrits des Jésuites, la question du baptême est assez importante où on va avoir beaucoup plus, enfin c'est ce que j'ai ressenti, c'est on va avoir une volonté beaucoup plus importante de baptiser que de soigner, de sauver sur le plan. L'important, c'est de prendre contrôle de ces âmes éternelles et non nécessairement des corps, des enveloppes charnelles qui leur servent de vaisseau sur la Terre. Donc, souvent dans le cas d'épidémie, aussi dans le cas de grande mortalité, Charbonneau parle spécifiquement aussi de la destruction de la Huronie et sa dispersion. Dans ce cadre-là, justement, les Jésuites veulent baptiser, c'est une de leurs missions premières. Oh. Et justement, c'est dans ce cadre-là qu'on voit qu'il y a
une volonté qui est là, une résistance sur ce plan-là spécifique de la part des populations missionnées qui comprennent un peu aussi comment la mission fonctionne et qui savent aussi, avec leur connaissance, s'en prémunir et se résister contre elle. Aussi, on voit ici un dernier exemple, mais là, il me reste 2 minutes, fait que je vais le faire rapidement. Mais c'est plus une question, dans le fond, aussi on va avoir une négociation. En gros, ici, on a quelqu'un qui a essayé de se suicider parce qu'il voit la contagion, il voit que c'est dangereux. Et il va aller demander le baptême. Mais c'est intéressant Shomono va noter le fait que notre autochtone ici, quand il va demander le baptême, il dit « Ah, c'est pour sauver mon âme éternelle ». Ce qu'on peut voir dans le fait que Shomono le note, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ne vont pas nécessairement aller au baptême pour sauver leur âme éternelle. On attribue encore une fois des pouvoirs aux missionnaires et comment l'attitude que certains groupes autochtones vont avoir face aux remèdes jésuites, le rôle pastoral médical que les jésuites vont prendre, cette approche-là va être par essai-erreur. On va essayer, et pas nécessairement toujours à voir si on peut accepter ces nouvelles pratiques-là selon nos propres termes. Il y a un processus de négociation qui est présent. Donc, pour conclure, je pense que c'est possible de voir à la fois chez les Autochtones et chez les Jésuites des conceptions similaires de la maladie, où c'est des expériences qui sont de nature spirituelle, qui sont liées avec la magie ou le Christ, ce genre de choses-là. Et que dans le fond, le corps, et dans le cadre du traitement de ces maladies-là, des grandes épidémies qu'on a au cours du contact, c'est un lieu de lutte qui sont politiques, sociales, médicales et culturelles. Je suis dans les temps. Super! Donc, merci beaucoup!